retour des saisons froides. Welcome Stranger. Prends donc une tasse de sixième sens, car Oddity est un film qui parle de divination, de traditions irlandaises cheloues et de la place de la parole des femmes dans le débat public. Mais pour le dernier, je suis pas sûr que le film soit au courant. You bought a coffee. What? You bought a coffee. Yeah, that. And then I didn't have enough money. After. What? I didn't have enough money after I bought the coffees. You should carry more than a bottle, Dave. You're a grown man. Dans ce film, nous suivons Darcy, une médium irlandaise aveugle qui a perdu sa sœur Dani il y a un an de cela, tuée par un patient relâché trop tôt d'un hôpital psychiatrique. Et ok, à ce moment-là, vous pourriez dire, à raison, que le film est un peu psychophobe. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo car le film pourrait bien vous surprendre. C'est comme ça qu'on fait sur YouTube, non? Allô? En parallèle de Darcy, nous avons aussi le point de vue de Ted, le veuf de Dani, qui est psychiatre dans l'hôpital qui a relâché le tueur de sa femme. Et Yana, la nouvelle copine de Ted, qui panique un peu à l'idée de rester toute seule dans une maison où un meurtre a été commis. Et bordel, vous avez mis la table à manger à l'endroit exact du meurtre, votre sens du feng shui est détestable. Nous avons donc une médium, pratiquant notamment la psychométrie, c'est l'art de lire le passé d'un objet en le touchant, un docteur rationnel, cartésien, et une femme assez terre-à-terre, mais qui a l'intuition que cette maison renferme un mal indicible. On a un spectre assez classique entre raison et spiritualité que le film va explorer via des outils super spectaculaires comme son dialogue et son étalonnage. Car oui, ce film, c'est la définition même d'un petit budget qui a le talent de ses ambitions. On n'a pas encore d'infos précises sur le chiffrage de film, il a seulement été distribué depuis mi-juillet aux États-Unis, mais l'équipe a l'air de considérer ses 1,2 million de recettes comme un succès. On peut donc supposer que le budget total est largement en dessous de ce chiffre pour atteindre sa rentabilité. Plus, il est sorti en fin août en Irlande, son pays de production, donc il y a de quoi espérer qu'il y a eu un pic depuis lors. Sans jamais tomber dans le cheap, le budget se ressent un peu quand même. On a seulement 3 décors identifiés au total, très peu d'acteurs, un seul costume qui avait l'air un peu coûteux, aucun effet spéciaux, vous voyez l'idée. Sur le papier, Oddity, ça aurait pu être un blockbuster d'horreur à la Conjuring. Et il se permet de grandes choses par moment, mais si vous aimez les trains fantômes haletants, vous risquez d'être déçus. Alors que Ted semble bien vivre le deuil de sa femme, Darcy, elle, est accaparée à l'idée de retrouver le vrai coupable du meurtre de sa sœur. Elle n'est en effet que peu convaincue par la culpabilité du fou échappé d'asile psychiatrique. Et pour prouver ses dires, elle va demander son avis au fameux fou évadé d'asile psychiatrique, il s'appelle Olin au passage, en utilisant son œil de verre comme conduit psychométrique. Évidemment, Ted trouve Darcy un peu ridicule, voire même totalement ridicule dans ses croyances, et lui est sur une approche plus rationnelle du deuil. La violence tombe parfois sur nos vies comme l'éclair sur un passant. Il faut jamais que j'écrive de la poésie. Un homme qui utilise la rationalité comme argument massu pour dénigrer la parole perçue comme plus émotive et instinctive d'une femme. J'ai déjà vu ça, assez récemment, mais où? Le film tisse un lien entre les croyances spirituelles de Darcy, qui sont pas tant des croyances que ça au final, vu qu'elle a vraiment des pouvoirs, et le fait de croire les femmes et les victimes en général. Dani étant morte, c'est à sa sœur qu'incombe le devoir de mémoire et de parler en son nom. C'est tellement le cas que l'actrice Caroline Bracken joue Darcy et Dani. Il est difficile de pousser plus loin le lien qui unit les deux sœurs. Du fait de ses pouvoirs, elle peut légitimement incarner un point de vue qu'on considère comme inaccessible, celui d'une défunte. Mais face à des non-croyants, sa posture peut sembler bien peu sérieuse. Au premier degré, on peut voir Ted et Yana comme des gens rationnels, trouvant fantasques et peu crédibles les histoires divinatoires de Darcy. Mais si on passe outre la couche de fantastique, on a là une opposition entre la parole des victimes et les garants du sexisme. Ted, qui a pourtant perdu sa propre femme quand même, ne souhaite pas ressasser le passé et se retranche dans sa posture de docteur, garant du savoir qui ne croit pas à toutes ces bêtises. Yana, elle a un rôle un peu plus duplicite puisqu'elle a un pied dans le monde spirituel avec la scène de la photo là, et c'est une femme. Elle a vécu, dans une moindre mesure, les mêmes violences que Dani. La parole de Darcy lui semble farfelue au premier abord, mais elle est nettement plus ouverte d'esprit que son compagnon. Le parallèle fonctionne bien et permet au dialogue d'avoir un double sens assez agréable, mais qui dit degré de lecture dit brouillage du sens. Dans le premier acte, c'est assez facile de voir dans le film que l'opposition entre raison et spiritualité dont je parlais au début. Parler plus en profondeur du fait que le film parle des violences faites aux femmes, ce serait un peu rentrer dans les spoilers, donc je me contenterai de dire qu'Oddity
en a plus sous le capot que ce qui peut laisser paraître au premier abord. Petit avertissement tout de même, le film démarre sur un semblant de structure non linéaire et ça peut laisser présager un film un peu confus alors que non. En fait, c'est juste qu'on passe par différents points de vue au début avant de retourner à un récit linéaire à partir de 4-5 minutes. Mais ça peut un peu surprendre au départ, donc en tant que gardien de vos vies, visionnage, je préfère vous prévenir. Voilà pour un avis expresso du film. Maintenant, si vous souhaitez un allongé, restez un peu, on va parler plus en détail de cette mise en scène. Comment filmer un dialogue sans se faire chier ? Non mais sérieux, filmer deux personnages qui se parlent en se reposant uniquement sur le jeu d'acteur, c'est faire du théâtre. Et c'est super le théâtre. Mais pourquoi mettre en chantier un truc aussi coûteux qu'un film si c'est pour faire que du dialogue? Genre, Paris brûle-t-il? C'est un mauvais film. Là je laisse le temps aux excités du commentaire de faire monter le référencement de la vidéo. Évidemment que c'est un chef-d'œuvre parce qu'il y a mille et une manières de filmer un dialogue. Je vais prendre pour exemple un dialogue entre Darcy et Yana, la nouvelle copine de Ted donc. Les deux ne se font pas spécialement confiance et ont même une forme d'hostilité l'une envers l'autre. Le dialogue commence en plan taille, un cadrage assez classique pour filmer des personnes assises, mais déjà là on a un indice caché concernant la dynamique entre les deux personnages. Yana est presque au bord gauche du cadre et même dans sa posture on dirait qu'elle cherche à partir, ce qu'elle essayait activement de faire il y a pas 2 minutes pour sa défense. Inversement, Dani est droite dans sa chaise et est plus centrée que Yana dans le cadre. Elle cherche à créer une connexion avec elle malgré sa réticence initiale et son manque cruel de politesse. You sound stupid. À mesure que le dialogue avance, le cadre sur Darcy se resserre là où celui de Yana ne bouge pas. Elle change ceci dit de posture, semblant moins mal à l'aise. La connexion se tisse doucement entre elles, alors que si on se limite au dialogue, on dirait pas comme ça. Excuse me? Entrecoupé de flashbacks sur les visions de Darcy, on termine carrément sur un champ contre champ en face à face. Elles se comprennent enfin et les doutes irrationnels de Yana trouvent un écho dans cette femme étrange à qui elle n'importait que peu d'importance. Oh, et il y a un homme de bois qui est assis avec elle. Il s'appelle Didier. Il est super fort à Tetris. Mais Didier vote RN. C'est un gros nul. Les dialogues d'Auditi ainsi que ses quelques monologues ne sont jamais chiants parce qu'ils sont mis en scène avec des outils qui n'ont l'air de rien mais impactent le ressenti du spectateur. Mention spéciale à la réplique pour ouvrir ton esprit fermé au moment où Ted regarde à l'intérieur d'un crâne vide. Niveau sous-entendu, c'est forcé. Et puis cette réplique permet de montrer directement l'opposition entre Darcy et Ted, et l'opposition entre deux mondes radicalement différents, c'est le thème du film, et l'outil numéro 1 qu'il utilise pour parvenir à ses fins repose dans la couleur. Le jaune-orange représente le monde spirituel et par extension le monde des femmes, alors que le gris est le domaine de la raison et des hommes. Dès les establishing shots, c'est les plans qui servent à montrer le lieu d'action du film, on ressent que ce manoir n'a rien à faire ici, c'est un îlot de pierre grisâtre dans une mer verte-jaune de la forêt irlandaise. L'intérieur de la maison est lui aussi polarisé, si les murs sont gris, la charpente est dans un bois aux couleurs chaudes. Le lieu est principalement le domaine de Ted, mais sa femme y tient le rôle de pilier porteur. Mais sérieux, vous sentez que sans cette femme, cette maison tomberait en ruine ? Le lieu de tournage est naturel, dans le sens où il ne s'agit pas d'un studio ou d'une maison vide qui aurait été louée par la production. Ce sont des amis de Damian McCarthy qui l'ont laissé tourner ici, et il est donc probable, vu qu'il s'agit d'un lieu de vie, que les équipes décors n'ont pas pu tout réarranger. Mais c'est une des forces des bons cinéastes que de travailler dans la contrainte de leur décor. Cette opposition gris-orange dans cette maison était présente avant l'écriture du script à coup sûr. Mais McCarthy, en voyant cette opposition-là, a décidé de s'en servir et d'en faire un outil de narration. Vous voulez que je développe ? Ok, regardez la scène du meurtre. Cette tente isolée dans un océan de gris sombre. On a la représentation visuelle de la place de la parole des victimes dans le discours public, mise en avant, plus visible qu'avant, mais tellement isolée que jamais pris au sérieux. Et qu'en est-il du bureau de Ted qui est gris en début de film et orange à la fin? Est-ce le signal que Ted apprend à écouter les femmes, qu'il se déconstruit, que not all men et non, Ted est un enfoiré aux proportions pharaoniques et on y reviendra. Ce que ce changement de lumière implique, à mes yeux, c'est que la menace de Darcy sur son petit monde devient de plus en plus palpable. Il comprend petit à petit que ses pouvoirs sont tout à fait réels et qu'il a intérêt à s'en méfier. Et cette réalisation s'accompagne d'un surgissement de la couleur orange dans son monde de rationalité. J'ai cependant pas trouvé trace de ses intentions de réalisation dans les interviews de McCarthy parce que la plupart des questions des intervieweurs
porte plutôt sur l'homme de bois dont je parlais plus tôt et des composantes techniques du film. Ce qui est super intéressant, mais j'en fais quoi de ma métaphore sur la lumière? J'en fais une vidéo YouTube où je surinterprète sauvagement, ce qui n'est peut-être qu'un hasard, mais vous êtes là depuis bien 8 minutes et vous n'êtes pas parti, donc je suppose que vous aimez voir mes élucubrations saugrenues. Abonnez-vous. Et puis bon, quitte à être parti sur une théorie des couleurs, quel autre élément orange du film débarque sans prévenir dans un environnement majoritairement gris? Et oui, c'est bien lui, c'est Didier. Cette abomination est l'œuvre de Paul McDonnell, un sculpteur très prolifique et connu en Irlande pour son travail sur diverses festivités à connotation gaélique. Le gars a un petit level et surtout qu'il a design et construit Didier en moins de 3 semaines. Dans des versions test du montage, on pouvait voir Didier bouger en arrière-plan. Mais c'est en post-production que Mark Carty s'est rendu compte que l'impact de Didier serait bien plus fort avec l'utilisation du hors-champ. Régulièrement dans le film, Didier bouge la tête, change de chaise, se met debout, assis, commande un Uber, enfin c'est un vrai gamin TDAH en somme. Mais ces mouvements ne sont jamais montrés à la caméra, créant des faux raccords volontaires qui astillent un sentiment diffus que ce cadeau est bien plus qu'un mannequin sans vie, wink wink, ange pleureur, do not blink, toi-même tu sais. Vous avez la ref? On finit par le voir bouger en fin de film, ce qui forcément réduit l'impact initial de sa présence, mais le sound design permet, à mes yeux, d'en conserver sa force. McCarthy est parti sur l'idée d'un silent scream sur le visage du Wooden Man. Oui bon, on va peut-être arrêter de l'appeler Didier, j'avoue. Pour donner libre cours à l'imagination des créatifs en post-production. Et cette porte ouverte a donné des fruits... saisissants. Ça fait un moment que le cinéma horrifique irlandais fait ses preuves à l'international. L'arsenal folklorique des traditions gaéliques, encore assez pratiqué sur l'île, offre un boulevard pour des films de genre d'inspiration celte. On a déjà vu plusieurs itérations du Changeling, dans par exemple The Hole in the Ground ou, comment ça s'appelait déjà, You Are Not My Mother, et une apparition de dryade terrifiante dans The Hallow. Et mon rêve personnel, ce serait de voir une interprétation du mythe de la Banshee. Alors, je sais qu'il y a des films irlandais qui parlent des Banshees, je les ai juste pas vus. Laissez-moi dans mon déni, ok? J'ai pas trouvé de légende de créatures celtes qui collerait aux spécificités du Wooden Man, à part Cernunnos, qui est un dieu avec des bois de serre. N'hésitez pas si vous avez des légendes celtes avec des créatures faites de bois qui vous viennent à l'esprit en commentaire. Je deviens bon avec cette histoire de référencement, hein? Par contre, je veux vraiment votre avis, hein. C'est un truc de youtubeur de demander les commentaires, mais ça m'intéresse très sincèrement. Par contre, le golem, issu lui du folklore judaïque, lui correspond pas mal. Il est un monstre d'argile qui obéit aux ordres d'un sorcier et est un protecteur du peuple juif. Dans Oddity, le golem est fait de bois, il obéit aux ordres d'une sorcière et protège la parole des femmes pour un procès équitable et non Darcy l'utilise comme arme de guerre pour assassiner tous les hommes qu'elle suspecte coupables de la mort de sa sœur. Not all men. Définitivement pas dans ce film. Je reviens quand même 2 minutes sur les pulsions meurtrières de Darcy. Quand il est révélé que Ted a commandité la mort de sa femme... Bon, spoil, elle ne se cache absolument pas de vouloir l'assassiner. Elle veut pas l'amener au tribunal ou l'amener à la prison, non, elle veut le tuer. Oddity survole peut-être un poil trop cet aspect de sa personnalité, mais c'est notamment cette partie du texte qui m'a fait penser que le film entier tournait autour de l'opposition entre la parole des victimes et celle des agresseurs. Après le procès de Luc Besson où les preuves d'agression sexuelle étaient d'une solidité et d'une rigueur scientifique absolue, le mouvement féministe s'est retrouvé face à une impasse. Comment on pouvait encore demander aux victimes de porter plainte, d'amener leur histoire devant des tribunaux, si ceux-ci peuvent reléguer des preuves ADN et photos à des racontars sans fondement? Et au passage humilier les victimes, c'est pas du tout d'actualité. Je pense que confusément, Oddity parle de la réponse envisagée par une partie du mouvement féministe. Faire justice soi-même, que ce soit à coup de call-out, de groupes de soutien non mixtes, de listes de Dr Safe, etc., etc. Que vous soyez d'accord ou non avec ces approches, le fait est qu'elles existent et que le cinéma se fera le miroir, déformé ou non, de celles-ci. On avait déjà eu Promising Young Woman dans une approche nettement moins métaphorique par exemple. Je précise tout de même que l'aspect surnaturel de la parole des femmes dans ce film, porté tout de même par une médium et un monstre de bois, est métaphorique. Dans la vraie vie, les victimes ont des moyens plus tangibles de se faire entendre, même si le sexisme catégorise leurs paroles comme étant automatiquement non fiables. Et il en va de même pour les méthodes d'action féministes qui, dans la vraie vie, n'impliquent pas l'utilisation de golems pour compresser violemment la boîte crânienne des agresseurs. Je suis pas convaincu que j'ai besoin de le dire à haute voix, ça. J'ai beaucoup aimé mon visionnage de Oddity, c'est un film qui est tout en slow burn et qui maîtrise sa narration visuelle pour proposer une histoire d'amour entre deux sœurs par-delà la mort, et l'importance cruciale d'entendre la parole des victimes. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que le nouveau décor vous plaît, et à bientôt pour un café au doux arôme de cauchemar.